Nous voilà réunis pour un moment plein de sens. Nous fêtons les 10 années de travail effectif avec des adolescents, des parents d'adolescents, des professionnels de l'adolescence. Le docteur Alexandre Fels, qui est adjoint au maire de la ville de Strasbourg, chargé de la santé, est le président du dispositif de groupement d'intérêt public qui permet à la MDA de fonctionner. Je lui laisse la parole dans très peu de temps, mais je voudrais vous le présenter un peu, si tant est que cela soit vraiment nécessaire. Ce médecin, profondément humaniste, a œuvré dans son engagement depuis des années à créer des dispositifs visant à réduire les inégalités d'accès à la santé et à prendre en charge des personnes socialement défavorisées. Je pense entre autres au dispositif Sport Santé sur ordonnance, dont d'autres villes de France et à l'étranger se sont d'ailleurs inspirées. Il y a également la création du réseau précoce pour les enfants adolescents en surpoids. Il a défendu la réalisation des salles de consommation de substances à moindre risque et il coordonne le dispositif des appartements thérapeutiques pour personnes atteintes du sida. Cette liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Il a porté des projets et réalisé dans la ville de Strasbourg et ça se complète par ce qui nous réunit aujourd'hui. En 2011 se met en place la MDA, la Maison des adolescents, sous forme de GIP, dont le docteur Fels devient le président. La porte est ouverte. À ce moment-là, avril 2011, une équipe se constitue avec à sa tête Madame Delphine Rideau. Et l'aventure commence en 2011. Je vous laisse la parole, docteur. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Beaucoup d'émotions pour ces 10 ans. Notre Maison des ados devient adolescente, pas encore complètement, mais elle a mûri. Donc je voudrais bien sûr saluer et remercier beaucoup de personnes avant de donner la parole au professeur Burstein, qui est pas encore là, donc on espère qu'il va arriver rapidement. Donc Marie-Dominique Dressé qui va nous rejoindre, qui est conseillère de l'EMS et qui représente la présidente Piaim. Je représente moi-même Jeanne Barseguian, maire de la ville de Strasbourg. Karine Paglia-Rulot, qui est présente ici, conseillère du CEA et qui maintenant est vice-présidente en charge de la santé et de l'accompagnement des personnes âgées et handicapées, qui représente le président Biry. D'autres conseillers de la collectivité urbaine d'Alsace qui vont sans doute nous rejoindre. Le président Rotner est représenté par Irène Weiss. Je ne sais pas si elle est présente, conseillère régionale. Donc merci à ces élus d'être présents. Et puis, alors il m'a dit il n'a pas été, Jacques Bigot, qui a eu une importance considérable dans la création de la maison des adolescents, qui a été présidente de la communauté urbaine de Strasbourg. On reviendra tout à l'heure sur l'importance de ce soutien, notamment au départ. Josiane Bigot aussi, un président de Thémis, qui est aussi dans on va dire la création, parce que M. Burstein veut parler de la préhistoire, en tout cas dans l'histoire de la MDA. Puis le professeur Burstein, j'espère qu'il va nous rejoindre, parce que j'ai prévu de faire l'histoire, lui il a prévu de faire la préhistoire, sinon on adaptera à la situation, qui est maintenant président du conseil scientifique et éthique de la MDA et qui a été chef de service et chef de pôle de la psychiatrie des hôpitaux universitaires et qui est maintenant remplacé par le professeur Carmen Schroeder. J'ai vu aussi M. Vandol, l'ARCEA, qui était aussi au départ, même s'il n'est pas membre, l'ARCEA n'est pas membre du GIP, mais qui était aussi au départ des premières réunions. Et puis, bien sûr, ce qu'on appelle le M33, qui sont les artistes avec qui on cohabite et avec qui on travaille beaucoup sur les liens entre adolescence et médiation artistique. J'ai vu aussi monsieur le curé Thomas Wender du centre Bernanos. Et puis pour finir, avant de parler bien sûr des administrateurs du groupement d'intérêt public, l'Agence régionale de santé avec Adine Jenner qui est là présent, et bien sûr je pense aussi à Virginie Quéré, mais aussi à tous les directeurs d'ARS qui ont porté la maison des ados, Laurent Habert lors de l'inauguration, Marie Fontanelle, Claude Darcourt qui a eu un impact très fort notamment sur la création de Virage. Et donc cet appui est fondamental.
Donc les administrateurs du groupement d'intérêt public, Christine Kuhn, qui est directrice de la protection de la judiciaire et de la jeunesse et commissaire du gouvernement, qui en fait a précédé et succédé au GIP avec Claude Hilde, parce qu'elle était également présente au départ de la création de la Maison des Ados. Jacques Buisson a double titre, je ne sais pas s'il est présent, mais en tant que président de la CAF, la Maison des Adolescents est une des seules maisons des ados en France où une CAF est membre du groupement, et puis directeur de l'étage, et aujourd'hui représenté par Dorothée Eufel, qui est chef de service et qui est vice-présidente du groupement d'intérêt public de la MDA. Monia Statarega, directrice de Thémis et secrétaire du GIP. Franck Datoma, directeur général adjoint des US, avant M. Lano, et puis le directeur qui était présent aussi à l'inauguration, qui est trésorier du GIP, qui nous apporte beaucoup de compétences, notamment techniques, sur les éléments financiers qui sont souvent complexes. Gradiana Boscato, qui représente la directrice des services académiques d'éducation nationale, et qui a succédé à Étienne Grondexon, qui aujourd'hui est aussi élu avec moi à la ville, qui est conseiller municipal et qui a siégé aussi dans notre groupement et qui travaille notamment sur un des projets dont on va parler tout à l'heure, un brick-école pour les enfants anxieux. Méléunda Hubert, qui est directrice de l'association de lutte contre la toxicomanie, avec qui on travaille vraiment au développement des antennes de la MDA. C'est un vrai projet. J'en parlais tout à l'heure à la vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace. C'est vrai qu'une des grandes différences avec la MDA de Mulhouse, elle a beaucoup d'antennes. Nous, on les a pas. Et donc, on veut vraiment les développer, avec vous. Gauthier Vécarlet, directeur d'ITAC, qui nous aide aujourd'hui à coordonner Catimini, cette équipe mobile de réduction des risques en milieu festif, qui était portée par la MDA. Et Pia Buttiarelli, qui est directrice du CIRD. Et puis les représentants des associations, alors Village, Gérard Chan, Lopi Arcea, directeur général, René Bandol, je le redis là, et l'entraide le relais, qui sont trois associations qui ont beaucoup travaillé avec la MDA, qui aujourd'hui malheureusement ne font plus partie de la MDA pour, on va dire, des changements administratifs et politiques dans l'organisation de ces éléments. Puis, avant de donner la parole au professeur Burstein, qui vient d'arriver et qui va pouvoir, du coup, nous parler de la préhistoire avant l'histoire, Malika Latser et Jean-Noël Collignon, qui ont vraiment œuvré techniquement, qui ont été vraiment les chevilles ouvrières techniques de ce travail. Malika Latser pour la ville, et puis Joël Collignon à cette époque-là pour les hôpitaux universitaires, à ce qu'on appelle la préfiguration. Et puis j'ai vu aussi Dr Brigitte Schweitzer qui était présent aussi, Noémie Gachet, donc Yann Simon qui est là, qui anime et qui a été notre psychologue référente pendant très longtemps, Philippe Lossine qui est aussi par là-haut caché, qui a été aussi une des chevilles ouvrières de ce travail, Rachel Messaoudi, qui ont été donc des piliers, des animateurs, et qui, pour certains, ont quitté, mais qui sont encore présents. Et puis, excusez donc notamment la préfète Josiane Barséguian et le président de l'université. Et puis, je ne peux pas finir sans remercier Delphine Rideau, la directrice. Le recrutement a été complexe, mais on a bien fait d'attendre un peu. Je vous rappelais, monsieur et madame Bigot, voilà, un premier recrutement qui a été, on va dire, reporté, et ensuite vous avez pu candidater. Et donc, c'est vrai que votre dynamisme, votre énergie et un management tout en souplesse ont permis aussi le développement de ce travail, parce que gérer un groupement d'intérêt public, c'est vraiment très compliqué. C'est la force. La force, c'est les mises à disposition de toutes ces structures. C'était un peu long ce que j'ai dit, mais vous voyez, toutes ces personnes mettent à disposition. Voilà, et donc, il n'y a pas d'autorité directe, puisqu'il y a une autorité fonctionnelle, comme on dit. Et donc, voilà, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu m'appuyer sur Delphine Rideau pour ce travail. Voilà, j'en arrête là pour cette première partie et je donne la parole à professeur Burstein sur la préhistoire, et puis ensuite je reprendrai un peu la parole sur l'histoire de la maison des ados. Voilà, monsieur Burstein, vous êtes juste arrivé au bon moment. Voilà, venez. Alors, avant de laisser la parole au professeur Burstein, qui est professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, je voudrais dire 2 petits mots. Pour avoir travaillé avec lui 30 ans,
dans son service. Je peux témoigner de sa vision ouverte de la psychiatrie de l'enfant. C'est-à-dire que quelle que fût l'obédience théorique de chaque professionnel, il savait donner une place à chacun, place qui lui permettait à ce professionnel de mettre ses compétences au service du vaste domaine de la souffrance psychique des enfants et des adolescents. Les adolescents, comme on dit en musique, sont la chambre d'écho des caractéristiques de notre société. Et je crois que c'est à ce titre que vous, professeur Burstein, vous avez porté avec ténacité ce projet de création de la Maison des ados. Donc je vous laisse la parole. Merci, Noémie. C'est bien, quand on devient vieux, on dit du bien de vous. C'est juste avant les obsèques où c'est encore mieux en général. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc à l'occasion de cet anniversaire, j'ai proposé de faire un petit peu d'histoire. Vous savez que c'est un petit peu le passe-temps favori des retraités, ou plutôt sur la préhistoire de la Maison des adolescents. Car effectivement, le chemin qui nous a amenés à cette création que vient d'évoquer Monsieur Feltz, le chemin a été long. Et celles et ceux, je pense qu'il y en a ici, qui ont connu cette période se souviennent peut-être que ce n'était pas gagné d'avance. Alors, pour revenir aux origines, je rappelle qu'en 1999, avec l'équipe du service psychothérapique pour enfants et adolescents des hôpitaux de Strasbourg, nous avions pu mettre en place le CAMPA. C'était, je me permets de le rappeler, le premier lieu de soins psychiques spécifiquement dédié aux adolescents dans notre région. Nous étions contents de cette réalisation, mais en même temps, nous savions déjà qu'il ne suffirait sûrement pas à répondre aux besoins de prise en charge des très nombreux adolescents en souffrance psychique ou en situation de mal-être. À cette époque-là, j'ai eu l'occasion, dans un colloque, d'entendre la présentation par Alain Fuseau du concept de maison des adolescents, et ça m'avait beaucoup intéressé. Ça correspondait d'ailleurs tout à fait à ce que nous essayons de faire au CAMPA, c'est-à-dire proposer un espace que les adolescents puissent s'approprier, mais en plus, il avait eu l'idée, avec son équipe, d'élargir l'offre de soins psychiques à d'autres dimensions, juridiques, somatiques notamment, et éventuellement d'autres. J'avais trouvé ça très intéressant. Et puis, je n'étais pas le seul à avoir été intéressé par cette création. En 2002, la défenseure des enfants de l'époque, Claire Brisset, dans un rapport, préconisait la création d'une maison des adolescents par département, tellement elle avait trouvé cette création tout à fait pertinente, intéressante. Et cette idée avait été reprise 2 ans plus tard par la conférence sur la famille et puis par le gouvernement Chirac, dans un plan psychiatrie et santé mentale. Alors, à la suite de ces publications, j'avais discuté de la possibilité de créer une maison des adolescents à Strasbourg, et j'en avais discuté avec Didier Botteau, qui était alors délégué régional de la Défenseure des enfants, et je suis très heureux d'avoir l'occasion de rappeler le rôle et le soutien qu'il a apporté dans cette histoire. D'ailleurs, nous sommes allés ensemble visiter la maison des adolescents du Havre, et cette visite a fini de me convaincre de la pertinence de ce concept. Alors, je me suis mis à la rédaction d'un projet. Pour l'anecdote, j'ai un petit peu cherché dans mes archives. La préhistoire implique l'archéologie, bien entendu. Et pour l'anecdote, j'ai retrouvé dans mes archives un document daté d'octobre 2005 qui porte déjà le titre de projet MDA numéro 2. Donc,
Je n'ai pas retrouvé le numéro 1. Alors, il est paru un programme national de soutien au MDA en 2005. Le financement de l'État par l'assurance maladie, par l'État, oui, et par la Fondation des Hôpitaux de Paris, était conditionné par un partenariat entre des structures sanitaires et des collectivités locales, municipalités, départements, selon les cas, ou les deux. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, si j'ose dire, et j'ai entrepris des démarches auprès des partenaires potentiels. Plusieurs responsables de services et d'institutions travaillant avec des adolescents en difficulté montraient un intérêt certain pour le projet, pensaient d'ailleurs d'emblée pour s'inscrire dans une démarche de réseau avec ces institutions et pas être quelque chose de ce qui se surajoutait ou isolé. Mais quand il s'agissait de parler des moyens nécessaires à la réalisation, c'était un silence au mieux poli, notamment de la part des élus du département, par exemple. Mes démarches auprès de la direction des hôpitaux de Strasbourg, comme de la municipalité de l'époque, se sont également heurtées à une totale indifférence, je dois dire. Les choses ont changé en 2008, quand le projet a enfin reçu une écoute favorable de la nouvelle équipe municipale, et notamment de Jacques Bigot, alors président de la communauté urbaine, qui m'a mis en contact avec le Dr Feltz. Et nous avons pu commencer à travailler à la mise en œuvre effective du projet. Et pour cela, une commission a été constituée dans laquelle étaient représentées la plupart des institutions potentiellement parties prenantes. Les discussions n'ont pas toujours été faciles, autant que je m'en souvienne. Je pense qu'il s'en souvient aussi. Il y a eu des débats assez vifs. Au fond, chacun avait sa représentation de ce que devait être une maison des adolescents, ce que devait être son fonctionnement, mais aussi ce que devait être sa gouvernance. Et il faut dire que le concept de maison des adolescents avait donné, selon les régions, avait donné lieu à des réalisations très variées. Le cahier des charges publié par le gouvernement permettait des interprétations assez diverses. Et il y avait des maisons des adolescents qui s'étaient créées en lien avec des hôpitaux et qui avaient une orientation très nettement médicale, voire psychiatrique prédominante, alors que d'autres avaient une orientation beaucoup plus sociale. Au bout du compte, nous avons abouti à un projet concret et pour le porter à la constitution de ce groupement d'intérêt public qui a donc été constitué. Les crédits ONDAM, donc les crédits sanitaires qui avaient été obtenus, ont été complétés par une subvention de la Fondation des Hôpitaux de Paris qui a permis d'aménager les locaux que vous connaissez sans doute, les locaux mis à disposition des hôpitaux, par les hôpitaux de Strasbourg, locaux sur lesquels, au passage, je lorgnais depuis un certain temps, puisqu'ils étaient voisins du Campa. Voilà la préhistoire. Et quand je repense à cette période de près de 7 années, je la compare à une longue et difficile gestation. Et si vous me permettez de poursuivre cette métaphore, le bébé qui en est issu et qui semblait un peu mal parti a connu un développement rapide et assez remarquable grâce au couple qu'il a adopté. Ce couple, c'est son président qui lui a apporté sa stabilité, une gouvernance crédible et un financement pérenne, et sa directrice qui a su assurer la cohérence de son fonctionnement et qui, par son dynamisme et sa créativité, ces mots sont déjà venus dans la bouche de M. Feltz, lui a permis de prendre une place de premier plan tant localement qu'au niveau national.
Et évidemment, je tiens à leur rendre très chaleureusement hommage de cette réussite. Mais dans cette réussite, je n'oublie pas, bien sûr, le rôle de tous les professionnels qui constituent et qui ont constitué l'équipe, et tout particulièrement de Guillaume Corduan et de Vincent Berthoud, ainsi que de Noémie Gachet-Ben-Simon, qui en ont été les indispensables référents cliniques. Voilà donc pour la préhistoire, et je laisse au Dr Felch le soin de raconter la suite. Merci. Donc c'est clair, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une préhistoire. Souvent, on me demande comment, par exemple, j'ai créé le sport santé sur ordonnance. Je dis toujours qu'il y a toujours des bases. Il y a des bases scientifiques, il y a des bases techniques, il y a des bases législatives. Mais c'est aussi la beauté du politique. C'est-à-dire c'est l'engagement qui permet à un moment donné d'accompagner des professionnels sur des projets qui répondent à un vrai besoin de la population. Donc moi, le début de cette histoire, moi, c'est une lettre en souffrance. Je suis désolé, hein, mais adressée à Fabienne Keller par vous, Monsieur Burstein. Donc en 2008, je suis parti de l'équipe de Roland Ries. Je deviens vice-président en lien avec Jacques Bigot. Et j'ai cette lettre-là que vous adressez, mais qui est en souffrance, hein, c'est-à-dire auquel personne n'a répondu, comme vous venez de le dire. Et donc, on commence à travailler. Une des difficultés, alors que j'ai connu beaucoup, même en tant que médecin, et qui m'a intéressé et où j'avais quelques capacités à le faire, c'est assez intéressant. C'est les difficultés entre le social et la santé. C'est-à-dire que le projet que vous portiez était identifié, faussement, mais était identifié par le département, par la ville, par les autres, comme trop médical. C'est médical, c'est pour les médecins, qu'ils fassent ça entre nous, on n'a pas à faire. Et puis, à un moment donné, quand on a commencé à dire, il faut que, on travaille aussi sur le territoire, sur le social, sur les parcours. Alors certains médecins ont dit, pas vous, jamais certains médecins, mais c'est c'est trop social. Je ne sais pas si Jacques s'en rappelle, mais j'ai écrit une lettre à Jacques pour lui expliquer ça, quoi. C'est cette question-là et de voir comment on pouvait. Et c'est pour ça que, alors bien sûr, moi je suis du président, je suis médecin, mais c'est aussi pour ça qu'on a décidé, notamment avec Jacques, mais que le directeur et la directrice ne seraient pas médecins, pour essayer justement de trouver cet équilibre. Et du coup, cette puissance-là, on l'a eue, parce qu'on a bien sûr ces réponses-là, et les professionnels le font, mais on a aussi pu aller sur d'autres champs, et le fait que la CAF, notamment, fait partie aujourd'hui, c'est qu'on répond aussi à ces questions sociétales, on répond aussi à ces questions sociales. Voilà. Et donc c'est, à mon avis, un des éléments majeurs de la réussite de. Voilà. Donc on a mis un petit moment. Donc le GIP a été créé en 2011, d'abord pour 3 ans et ensuite de façon illimitée. Donc et accueilli très vite. On voyait que ça répondait à un vrai besoin. C'est pas seulement une volonté politique, mais une volonté politique qui s'assoit sur un vrai besoin pour la société. Donc on a plus de 1200 jeunes qui sont accueillis chaque année, donc 800 nouveaux. Et donc depuis le départ, près de 8000 jeunes ont été accueillis. C'est aussi ça, parce que je pense que c'est important, quand on crée des dispositifs, qu'on puisse répondre, bien sûr, de façon qualitative, mais faire de la santé publique, c'est aussi, je le dis souvent aux équipes, c'est aussi faire du nombre. C'est-à-dire que c'est toucher beaucoup. C'est pas faire une petite structure. Et comme Monsieur Burstein l'a dit, on a la chance d'avoir une MDA qui a une activité très importante. Et c'est normal, vu les moyens qu'on a, il faut qu'on réponde à ces éléments. Donc, comme je l'ai dit, donc la CAF nous a rejoint en 2019, une stabilité, puisque le groupement est resté le même. Donc, les acteurs ont continué leur engagement. Un budget qui a doublé. On était à 500 000 euros au départ, avec un petit problème classique dans les GIP, qu'on avait un peu identifié, mais pas assez, ce qui sont les budgets de fonctionnement, puisque les GIP sont très puissants, parce qu'on met à disposition, mais du coup, il n'y a pas de fonds propres. Voilà. Et donc, au départ, on était en déficit, mais l'ARS nous avait alloué une année en fait supplémentaire de trésorerie au départ, ce qui nous a permis d'amortir cela sur les 3 premières années. Sinon, on aurait eu beaucoup de mal. Et la CUS a donné 50 000 euros de budget de fonctionnement au départ, ce qui nous a permis de fonctionner. Mais au départ, c'était assez difficile au niveau fonctionnement. Puis, bien sûr, Virage, en 2017, a permis d'avoir aussi ce retentissement sur le Grand Est et avoir des moyens supplémentaires.
et puis du coup d'avoir aussi ces nouveaux locaux là ici, hein, donc qui permettent normalement le travail collectif et qui va, Delphine Rideau en parlera tout à l'heure, permettre de développer aussi Brique École. On a donc beaucoup de projets locaux, mais aussi des retentissements nationaux. C'est-à-dire qu'on a eu dès 2016 les journées nationales de la Maison des Ados à Strasbourg, hein, donc 5 ans après notre création. Et puis, ce qui permet d'avoir ces 32 professionnels différents dans des champs autant sanitaire que social, juridique, d'accompagnement, médecins, non médecins, et qui permet d'avoir cette dynamique-là. On a dit avec la coordination médicale notamment assurée par Vincent Berthoud et Guillaume Cordouan. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi de répondre aux différentes... voilà. Aujourd'hui, on a 35 professionnels qui travaillent dans cette maison des adolescents. Et donc, on est presque arrivé à cette maturité. Hein. Et donc, moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être déjà dans ces 10 ans. Et on voit qu'il y a un renouvellement. Quand je disais la créativité, bien sûr, de Delphine, mais aussi de toute l'équipe, hein, dont on le voit aussi dans les rapports d'activité. Hein. Donc là, vous avez Virage, mais je crois qu'ailleurs aussi, il y a les rapports d'activité de la Maison des Ados. Hein. Et puis, on a structuré aussi maintenant un bureau qui permet qu'il n'y ait pas seulement le couple, qui est aussi une équipe qui permet d'avancer avec un vice-président, un trésorier, un secrétaire et de travailler aussi dans ce travail, nécessité aussi de transmission des informations et de stabilité de la structure. Et donc aujourd'hui, donc le nouveau projet vraiment tout à fait intéressant et qui va malheureusement dans une réalité, Delphine va le dire, c'est d'être un lieu de soins, un lieu d'intégration sociale, mais aussi un lieu d'enseignement. Hein, c'est-à-dire ici, dans ce lieu-là, vous savez, de plus en plus on a ces gens-là, et Delphine me l'avait dit, et je vais finir sur ça pour pas défrayer, elle m'avait dit, il y a au moins une catégorie de jeunes qui sont contents d'être confinés, en fait. Il y en a au moins, c'est les personnes qui ont des reflux anxieux scolaires. Eux, ils sont contents parce que, du coup, ce qui devenait une obligation était, pour eux, leur mode de vie la plus confortable, en fait. Hein. Et donc, du coup, maintenant, on en sort un peu. Donc, il faut qu'on puisse répondre à cela. Voilà, donc, merci vraiment de votre présence et de votre écoute. Et puis, on va passer la parole à Delphine, qui va d'abord être présentée, je pense. Hein, c'est ça ? Strasbourg, jeudi 3 février 2009, 8h45. Dans un local en soupente, mal éclairé, situé au 1 rue du Désir Contrarié, un collectif constitué de compétences multiples se réunit dans le plus grand secret pour mettre à exécution un plan lacanien, bourdieusien, pour tout dire machiavélique. La mise en place d'un dispositif d'écoute, de soins et de soutien dédié à ceux qui se feront appeler par la suite les adolescents. Ce dispositif aura pour nom de code projet M.D.A numéro 2 du 6.7 Mon Amour. Oui, je sais, cela peut paraître étrange, mais un sentimental anonyme s'est introduit dans la bande. Ce collectif constitué de compétences multiples, appelé plus communément le CCCM, compte à ce moment-là 13 membres qui représentent 13 entités distinctes et autonomes. Nous avons peu d'éléments sur la teneur des échanges qui ont présidé lors de leur rencontre. Seules quelques bribes de conversation ont été rapportées dans la presse locale, essentiellement des échanges dont le contenu faisait état de désaccords profonds concernant le régime alimentaire dans la procédure de suivi des 10 adolescents. En effet, un premier groupe, constitué de 6 membres, a défendu ardemment la cause de la gélatine, du soda et de la pâte à tartiner. À prendre par voie orale, bien sûr, sous forme solide, liquide ou pâteuse, toujours à heure fixe et répétitive, afin de permettre à l'organisme une assimilation pleine et entière de la divine substance. Le second groupe, constitué de 7 membres, s'est emporté avec véhémence, prétextant que la divine substance n'en était pas une, et qu'il lui préférait, et de loin, la fibre végétale, sous toutes ses formes, légumière, frugifère, rhizomatofère, voire oléagineuse, avec un penchant affirmé pour la sainte huile d'olive, souvent torréfiée dans un pays proche du nôtre, et qui ressemble à s'y méprendre à une chaussure qui monte très beaucoup jusqu'aux genoux, et qui se situe à l'exact opposé de la diagonale qui nous traverse pour rejoindre la perfide Albion. Bref, vous l'aurez reconnu, il s'agit de l'Espagne.
Il faudra 2 années de négociations au CCCM pour trouver un accord alimentaire qui permette l'ouverture au public du projet MDA du 6.7 Mon Amour, qui sera rapidement rebaptisé dès son ouverture au mois d'avril 2011, MDA de Strasbourg sans Mon Amour. Et du Bas-Rhin quand même un peu. L'identité de chacun des protagonistes étant restée secrète, nous n'avons pu pousser plus avant nos investigations sur le positionnement de chacun quant à ces 2 postures alimentaires pour le moins antagonistes. Mais un membre éminent du collectif nous a un jour confié ne jamais terminer un repas sans une petite note sucrée. Que sa parole soit entendue et relayée, et ce même si les oléagineux l'ont emporté. Je ne sais pas qui a dit un jour « gestation au piège à con », pas plus que je ne sais s'il avait raison, mais il aura fallu 2 ans au CCCM pour concrétiser et donner jour à ce projet. 2 ans ou l'équivalent de 24 mois, ou le temps qu'il faut pour amortir une Renault Kangoo Expression DCI 5 portes avec catalyseur et vitre électrique, ou encore le temps d'un léger remaniement ministériel. La gestation est un processus plus ou moins long, fastidieux et pour tout dire énigmatique. On ne sait pas si cela va marcher, mais ça marche. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça dure. Bref, finalement, on n'en sait pas grand-chose. Au sens vétérinaire du terme, c'est simplement l'état qui désigne un individu vivipare portant un petit. Au sens médical du terme, c'est la grossesse chez l'Homo sapiens. Au sens figuré du terme, c'est la phase d'élaboration d'un ouvrage, d'une œuvre, ou encore d'une MDA du 6-7 Mon Amour. Afin de relativiser les cours des événements à venir, il semble judicieux d'établir un comparatif. Chez les petits mammifères, tout en bas, nous avons rats et souris, pour qui la gestation prend les allures de congés payés. En effet, seulement 3 semaines sont nécessaires pour envisager la survie de l'espèce. Pas mal. Tu pars à la Grande Motte à 2 le 1er juillet, tu reviens le 12 à 22. Ou le contraire, tu reviens le 22 à 12. Excusez-moi les souris et les rats. Chez notre ami le chien, 2 mois suffisent à générer quelques héritiers. Ce qui correspond au séjour d'un travailleur social dans une maison de repos lorsque, le travail il m'a trop fatigué en fait. Chez notre ami l'Homo sapiens, la durée de gestation est de 9 mois, pour un seul descendant. Des fois, il y en a plus, et là, c'est chaud. Un peu comme quand on est à la Grande Motte. Ce qui correspond au séjour d'un psychologue dans une maison de repos, après qu'il ait tout entrepris de lire et de comprendre l'intégralité des séminaires de Frère Jacques. Chez notre ami l'éléphant, c'est 20 mois qui seront nécessaires aux géniteurs pour se préparer à leur nouvelle vie de parents, peuplée de rires et de cris d'enfants. Et tout en haut, ici au sommet, avec ces 24 mois de macération, on trouve qui ? La MDA, gestation maximale, garantie décennale, efficacité totale. Alors après ces différentes explications autour de la gestation et des premiers temps de vie de la Maison des Ados, il me revient de vous parler du projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé, et notamment le docteur Vincent Berthoud et le docteur Corinne David, qui sont là-bas au fond, mais bien présents, puisque c'est eux qui ont eu cette idée, qui nous a semblé un peu folle au départ, mais inspirée par ce lieu, qui est de créer ce qu'on a appelé Brique École, et donc qu'on a le plaisir de vous présenter aussi aujourd'hui, pour ne pas parler que des 10 ans passés, mais aussi du futur. Brique École, c'est un dispositif qui va démarrer à cette rentrée, qui est aujourd'hui soutenu de façon importante par l'Agence régionale de santé. Madame Jenner pourra en témoigner tout à l'heure, par l'Éducation nationale, par la ville de Strasbourg, et on espère encore d'autres partenariats très fructueux pour ce projet, qui a pour but, pour des élèves, comme disait Monsieur Fels, anxieux, collégiens ou lycéens, qui ont la volonté mais pas la possibilité, pas la capacité de retourner ou de continuer à aller au collège ou au lycée, de pouvoir bénéficier d'un autre type de prise en charge, plus alternatif, un peu comme ce lieu. Donc dans ce lieu exerceront des professeurs, dont certains nous ont rejoints aujourd'hui après des toutes premières réunions récentes, des travailleurs sociaux et des psychologues, des médecins, des artistes, notamment les collègues du M33 qui sont tous là plus ou moins derrière des caméras ou des appareils photo aujourd'hui, pour les accompagner, ces jeunes, à reprendre pied dans une vie sociale. Déjà, le fait de pouvoir
travailler et s'exprimer à plusieurs et pas seulement seuls dans leur chambre, et pouvoir petit à petit reprendre confiance en eux et pouvoir retourner au collège, au lycée. C'est un dispositif qui s'adresse à tous les 6-7 mon amour, pas seulement aux Strasbourgeois, et qui a vraiment vocation à les aider à reprendre pied dans leur parcours scolaire et d'insertion. Je ne serai pas plus longue sur ce sujet, mais j'espère pouvoir vous en dire plus au cours des mois à venir, quand ce sera tout à fait effectif. Philippe, tu avais quelque chose à dire, je crois. À chanter, peut-être. Ça y est, elle a reçu ses 10 ans. Si l'espérance de vie n'est qu'un indicateur... J'ai du mal avec le micro, en fait. C'est bon, vas-y. Le micro, non? On va faire sans. Non, sans micro, justement. Ah, sans... Mais oui. Voilà. Ah. Si l'espérance de vie n'est qu'un indicateur théorique, sur lequel l'on peut fonder d'immenses espoirs, la durée de vie, elle se confronte au réel. Et comme le disait si bien Jacques, le réel, c'est ce qui cloche. De fait, la durée se situe la plupart du temps en deçà des espoirs de l'espérance. Espérance et durée. Prenons l'exemple du grippin. Il est programmé pour rendre des bons loyaux services sur une espérance de 10 ans tout au plus. Mais certains d'entre eux vivront bien au-delà, alors que d'autres, ceux qui auront été maltraités par des propriétaires négligents, verront leur durée de vie réduite à la portion congrue. Fort heureusement, il n'a jamais été question de griller des toasts ou encore de beurrer des biscottes à la MDA, ou alors avec du beurre végétal. Ah oui, 10 ans, le bel âge, celui de la préadolescence, avec son lot de petits plaisirs, mais aussi de déconvenus, les poils qui débarquent en serrés ou clairsemés, l'acné, ce petit tracas inflammatoire, du follicule pilosébacé, qui va engendrer des comédons ouverts ou fermés selon qu'ils sont noirs ou blancs, mais aussi des papules, des nodules ou encore des pustules. Fort heureusement, une MDA, ça n'a pas de peau, et pas de peau, pas de sébum. Ah ouais, 10 ans, c'est l'espérance de vie d'un hérisson. Mais à cause de son inaptitude à faire pivot à l'aide de ses cervicales lorsqu'il doit traverser une route départementale, sa durée de vie se voit ramenée à 2 ans. Fort heureusement, une MDA ne franchit jamais la ligne blanche. Ah ouais, 10 ans, c'est aussi l'espérance de vie moyenne d'une poule, mais qui varie du 5 à 18 ans. En effet, plus une poule pond et plus sa durée de vie s'amenuise. Moralité, qui pond peu vit longtemps, et qui pond longtemps vit peu. Fort heureusement, il n'y a pas de poule à la MDA, enfin pas quand j'y étais en tout cas. Ah ouais, 10 ans, c'est l'espérance de vie moyenne du loup lorsqu'il est en liberté. En captivité, celle-ci est doublée. Moralité, un loup avec un pouvoir d'achat conséquent, lui permettant l'emploi de domestique, vivra mieux et plus longtemps. Reste le cas du lapin. Ce dernier a une espérance de vie de 10 ans. Pour ces quelques kilos, son rapport poids-puissance-longévité frise l'insolence. Son activité principale, que nous ne connaissons pas d'ailleurs, semble être à l'origine de cette longévité exceptionnelle. Fort heureusement, il n'y a pas de clapier à la MDA. Conclusion, une chèvre ne grille pas de toast, prend soin de regarder avant de traverser, ne pond pas quotidiennement, vit en captivité, a une libido proche de celle du lapin. Elle vit 35 ans. Ce devrait être un modèle pour la MDA. Donc on invite Madame Génère, voilà, à venir. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et pour cette prise de parole qui est l'occasion pour moi d'exprimer beaucoup de reconnaissance, de remerciements et de partager avec vous un peu ce que nous évoque cette maison des adolescents et le chemin qui a déjà été parcouru et celui qui reste à parcourir pour vous, avec nous, après déjà de longues années de partenariat. Donc, c'est vrai que l'ARS est un des financeurs, mais pas le seul, de l'activité de la Maison des Adolescents. Et la Maison des Adolescents est un des opérateurs que l'ARS a le plaisir de missionner pour répondre à ces enjeux de santé publique
que sont la santé des jeunes, la santé des adolescents et cette prise en charge pluridisciplinaire que vous proposez. Donc c'est vrai qu'on est bien content de vous avoir, hein, parce que un des objectifs qu'on s'est fixé dans notre projet régional de santé, c'est notamment faire bénéficier aux enfants et aux adolescents relevant d'une situation complexe, liée notamment à des difficultés familiales et scolaires, telles que le harcèlement, d'une coordination pluriprofessionnelle, telle qu'assistante sociale, addictologie, psychologue et autres prises en charge. Alors on a plusieurs autres objectifs sur ces parcours enfants-adolescents, mais celui-là est important et vous y contribuez très largement, bien avant que ce projet régional de santé ait été écrit, et les archéologues et historiens qui nous ont présenté l'action de la Maison des adolescents l'ont très bien décrit. Alors voilà, vous avez accepté de cheminer à nos côtés, enfin vous nous avez proposé des projets et on a accepté de vous suivre plutôt depuis maintenant un certain moment, et puis surtout vous avez pu proposer des solutions qui étaient très en prise avec le public qui est celui auquel vous vous attelez de ces jeunes adultes et de ces adolescents. Nous, on ne le connaît pas depuis nos bureaux. Enfin, moi, j'ai des enfants, ils ne sont pas encore adolescents, mais c'est sûr que ça ne m'inspire pas particulièrement les actions nécessaires à la mise en œuvre. Et pour ça, et pour la fraîcheur que vous gardez dans votre approche, je trouve, et les textes qu'on vient d'entendre ont cette fraîcheur, on peut se reposer sur vous pour les actions du futur qui arrivent. Puisque après l'histoire, il faut parler du futur. Ça a été un peu fait. Je ne listerai pas les actions sur lesquelles on a eu le plaisir de travailler ensemble. Je remercie par contre Gratia Mangin, ma collaboratrice qui suit la Maison des adolescents, qui accompagne du coup les demandes de financement qui sont nécessaires pour que vous puissiez construire vos projets. Mais effectivement, il y a eu tout un tas de défis que vous avez pu relever, votre activité habituelle, mais dès qu'un nouveau sujet appelle votre contribution, vous êtes présent. On pense à la radicalisation avec Virage que vous avez cité. Beaucoup plus récemment, effectivement, ce projet Brique École, qui pour nous est une véritable réponse aussi à la souffrance et aux problèmes de santé mentale auxquels on est confronté dans l'adolescence, mais aussi, et de manière encore plus évidente aujourd'hui, avec ce Covid dont personne n'a parlé, et je vous en remercie, parce que de temps en temps, ça nous aide à l'oublier. Mais c'est vrai que Brique École, pour moi, a été une opportunité de trouver une forme de réponse, parce qu'avec l'éducation nationale, on était très embêtés. Les réactions des enfants étaient très diverses. Il y a eu des enfants contents de retourner à l'école, des enfants pour qui ça a été beaucoup plus difficile, et du coup ce projet Brique École est vraiment la réponse du moment, et on espère bien sûr l'inscrire dans la durée, mais on sait que la solidité de votre approche va le permettre. Voilà, j'ai déjà été trop longue, mais je voulais quand même encore vous remercier, parce que je pense que votre approche qui est très collaborative, très coopérative, Strasbourg et le département sont riches d'initiatives, riches d'acteurs. Merci de les avoir tous cités, parce que je n'aurais pas su le faire. Et par contre, ils sont bien présents dans la salle, donc je les remercie aussi. Et c'est vrai que pour nous, pouvoir déployer une politique de santé, ça passe par des coopérations institutionnelles et politiques, et bien sûr après par la mise en réseau des acteurs, puisque les adolescents, ils ont un cadre de vie qui va bien au-delà de l'aspect de la santé, et la santé n'est qu'une conséquence finalement de leur cadre de vie. Donc vous composez avec toutes ces personnes qui font le cadre de vie des adolescents. Donc ça, c'est très important. Ça demande énormément d'agilité. Ça demande une forme de stabilité, de connaissance du coup historique de qui fait quoi, où on les trouve, comment on les approche. Et donc cette pérennité des équipes, je pense, elle est aussi une des raisons pour lesquelles ça fonctionne. Donc merci beaucoup Delphine Rideau d'être dans cette aventure depuis le début, et merci aussi au Dr Fels de porter tout cela, et au professeur Burstein d'avoir mis en place et amené la création de cette grande solution qu'est la Maison des adolescents. Voilà, donc on espère pouvoir continuer longuement le chemin, enfin en tout cas on en est sûr, et je vous remercie encore pour toute l'action, les équipes que vous faites travailler, qui accompagnent les adolescents depuis le début. Merci à tous. Ah, si j'étais riche, j'achèterais un divan et des patients et des patients.
Aïe, 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 ce serait plaisant que de les y mettre dedans. Mais je ne suis pas riche, je ne leur prescris que des calmants, que des calmants, que des calmants. Aïe, 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 c'est un vrai tourment que de ne pas être Lacan. Lacan, je les reçois, oui, bien sûr, je les déçois, je les déçois, je les déçois. Aïe, 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 quel désarroi que de ne pas être le roi du séminaire, en long, en large et en travers, en long, en large et en travers. Aïe, 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 pour sûr, je désespère que de n'avoir pas connu grand-père. Si un jour tu vipères, vis tu perds, tu vipères, vis tu perds, tu vipères. Aïe, 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 tu as tout compris, la vie n'est qu'une cannerie. Il y a ici une figure strasbourgeoise de la sociologie et de l'anthropologie, c'est monsieur David Le Breton. Vous allez venir, hein. Il est professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire dynamique européenne. Il est là parce que bien d'entre nous, des étudiants, des professionnels, se sont inspirés de ses travaux, notamment parce qu'il est le spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain. Et ses recherches sont souvent fortement marquées par un intérêt pour l'adolescence. Ses travaux et ses ouvrages en témoignent d'ailleurs. C'est sur le corps, les conduites à risque, l'identité, la souffrance, les cultures adolescentes, pour n'en citer que quelques aspects. D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses qu'il va faire une conférence très bientôt, jeudi en 8, c'est-à-dire jeudi 9 septembre, à 20h à l'église Saint-Pierre-le-Vieux, dont le thème est « Suicide, désir de mort ou désir de vivre ». Et s'il est ici aujourd'hui aussi, c'est parce qu'il est également membre du conseil scientifique et éthique de la Maison des ados. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. On m'a demandé de parler quelques minutes seulement autour de cette notion d'adolescence, dont je vous rappelle qu'elle est plutôt une question qu'une réponse, puisque bon nombre de sociétés humaines ignorent cette idée d'adolescence, notamment beaucoup de sociétés traditionnelles, c'est-à-dire des sociétés fondées sur la coutume. Un certain nombre de sociétés marquent un passage insensible entre l'enfance et l'âge d'homme ou de femme. Margaret Mead, notamment une grande anthropologue américaine, décrit un certain nombre de ces sociétés où donc la notion d'adolescence n'apparaît pas, où il n'y a pas non plus d'ailleurs de rite de passage. Dans d'autres sociétés humaines, c'est le rite de passage, d'autres sociétés traditionnelles, c'est le rite de passage qui permet le passage de l'enfance à l'âge d'homme ou de femme, en faisant donc une sorte d'économie de cette idée de l'adolescence. On est un enfant avant le rite de passage et on devient un homme ou une femme avec toutes les responsabilités inhérentes à sa communauté au terme du rite de passage. Et puis d'autres sociétés d'ailleurs ont des rites de passage qui peuvent nous paraître un peu interminables, comme par exemple un certain nombre de sociétés aborigènes australiennes où ça va jusqu'à 50 ans, mais avec tout un tas de scansions qui nous paraissent très étrangères. Dans nos sociétés occidentales, si je fais référence aux travaux importants de Philippe Ariès, l'adolescence naît dans le courant du XVIIIe siècle, dans les milieux évidemment plutôt bourgeois, plutôt nobles, évidemment pas dans les milieux populaires et pas dans les milieux de la paysannerie, par exemple, où les enfants continuent à travailler et travaillent déjà dès qu'ils sont en mesure de le faire dans les champs ou ailleurs, et puis ils vont continuer à travailler jusqu'à la fin de leur jour. Donc l'adolescence n'a absolument aucun sens, l'adolescence en tant que suspension en quelque sorte entre deux mondes. En revanche, elle est opérante dans les milieux plus privilégiés. En témoigne le grand livre de Jean-Jacques Rousseau, L'Émile, qui date du deuxième partie du XVIIIe. Quelques décennies plus tard, une vingtaine d'années plus tard, c'est Goethe avec Les souffrances du jeune Werther, qui montre donc que cette idée d'adolescence commence à se répandre à travers, plutôt d'ailleurs à l'époque associée à l'idée de jeunesse, mais commence à se répandre à l'intérieur du monde européen. Et puis le temps passe je pense que ce qui va vraiment cristalliser un moment fort de l'invention de l'adolescence dans nos sociétés sont les lois Ferry.
1882, si je ne dis pas de bêtises, ou en tous les cas c'est dans ces eaux-là, qui impose la scolarité obligatoire, mais jusqu'à 13 ans seulement. Mais ça met une classe d'âge un peu en suspension, donc entre l'enfance, le moment où l'enfant est vraiment sous l'égide de ses parents, et puis plus tard, où il devient un homme et une femme, et où il vole de ses propres ailes, il y a ce moment de l'éducation qui soustrait donc l'enfant au lien social ordinaire. Alors, il faudra très longtemps pour que la notion d'adolescence prenne vraiment. Hein. Quand j'ai travaillé sur ce sujet de l'histoire de l'adolescence, j'étais frappé de voir par exemple que dans une grande ville comme Paris, il y a énormément de jeunes qui, même au moins de 13 ans, qui ne sont absolument pas scolarisés. Mais rappelez-vous les grands textes de Zola, par exemple, hein, les gamins qui sont dans les mines, qui sont dans les usines, ils bossent parfois, ils ont 4 ans, 5 ans, et ils sont un soutien absolument fondamental pour éviter que leur famille ne crève de faim d'une certaine manière. Il faut attendre plutôt la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que là cette fois, la scolarité obligatoire pour tous s'impose, pas seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays européens. Les premiers grands textes sur l'adolescence apparaissent aux États-Unis, c'est en 1950 si ma mémoire est bonne, c'est Parsons, un sociologue américain, qui décrit une culture de la jeunesse qui est en décalage avec les cultures de l'enfance et puis en décalage avec le mainstream adulte. Et en France, c'est notre immortel Edgar Morin qui va écrire des grands textes à la fin des années 50, au début des années 60, sur la culture adolescente, sur la culture de la jeunesse. Et puis après, on avance, je vais très vite évidemment, pardonnez-moi, mais pour en arriver plutôt au mal de vivre adolescent et aux conduites à risque, pour terminer sur cette idée de l'invention de l'adolescence, hein, il y a une vingtaine, 30-40 ans, il a fallu fragmenter cette idée de l'adolescence en inventant la pré-adolescence et la post-adolescence, hein, c'est-à-dire que l'infinie complexité, l'ambivalence aussi de nos sociétés a amené cette classe d'âge à exploser ou à imploser. Donc les préados sont par exemple des gamines de 13 ans qui sont enceintes ou qui ont une sexualité déjà très, très avancée, sont d'autres qui sont dans l'alcoolisation précoce ou extrême plutôt, et dans plein d'autres choses comme ça. Donc il a fallu dans le travail social distinguer une partie de cette adolescence, et puis les post-adolescents sont les tanguis dans les milieux privilégiés, mais ce sont aussi des millions d'autres jeunes qui grandissent dans des milieux populaires et qui n'ont pas les moyens de payer par exemple un loyer et d'assurer une vie quotidienne, et qui doivent continuer à grandir, à vivre avec leurs copains ou leurs copines dans leur chambre d'enfants, voilà, qui sont donc d'une certaine manière dépendants de leur famille, mais qui ne peuvent pas assumer leur position d'adulte entre guillemets. Voilà. Alors les conduites à risque, c'est celles surtout qui nous intéressent, puisque les maisons des ados sont des formes de prévention, d'accompagnement, de soutien. Je rappelle très souvent que l'émergence des conduites à risque, elle est extrêmement récente dans nos sociétés occidentales. Je ne veux pas dire évidemment que de toute éternité la jeunesse a été parfaitement intégrée et a vécu de manière propice dans nos sociétés, mais il y a un sursaut sociologique à un moment donné où on voit qu'il y a vraiment un problème majeur qui émerge dans nos sociétés. C'est le courant des années 80, où d'ailleurs on va inventer des notions telles que conduite à risque, mais je me souviens quand j'écrivais mon premier livre sur les conduites à risque, Passion du risque, on est à la fin des années 80, au début des années 90, je me souviens qu'il n'y avait aucun mot encore qui s'imposait. On parlait de temps en temps de conduite de risque, de temps en temps de conduite à risque, et puis le terme conduite à risque s'est soudain imposé de manière absolument fulgurante, et aujourd'hui tout le monde sait à quoi ça fait référence, mais il a fallu quand même toute une maturation historique et sociologique pour que ce terme s'impose. Donc dans le courant des années 90 émerge cette multiplication des conduites à risque, du mal de vivre adolescent, pour le dire autrement, et qui ne cesse de s'accentuer de toute façon. Je vous rappelle aussi très vite que beaucoup de nos conduites à risque actuelles qui font le travail quotidien des travailleurs sociaux ou des maisons des ados
sont incroyablement récentes dans l'histoire. Les troubles alimentaires, l'anorexie par exemple, je vous rappelle que ça n'existe pas pour la jeunesse ordinaire avant le milieu des années 80. Il y a un certain nombre de textes américains notamment qui disent l'étonnement d'un certain nombre de cliniciens américains, comme par exemple Lille de Bruch, l'une des très grandes spécialistes des troubles alimentaires, et qui décrit son étonnement de voir arriver dans sa consultation des gamines poussées par des parents richissimes, parce que Lille de Bruch exerçait dans la Ivy League, dans les universités les plus huppées de l'Amérique, donc des gamines poussées par des parents richissimes et qui disaient « Notre fille ne veut plus manger, elle s'enferme dans sa chambre, on ne sait plus que faire avec elle ». Et Lille de Bruch a cette phrase extraordinaire, elle dit « Nous n'avions jamais vu cela ». Et à la fin des années 80, donc c'est plutôt au milieu des années 70, hein, je me suis trompé dans les dates, à la fin des années 80, elle dit « L'anorexie était devenue une épidémie aux États-Unis ». Alors il faudra un certain temps avant, évidemment, que les troubles alimentaires ne franchissent l'Atlantique, mais on les verra apparaître également dans la vieille Europe dans le courant des années 80, avec une extension de plus en plus grande. La toxicomanie, évidemment, elle n'est pas si vieille que ça. Elle date aussi des années 60-70. Elle apparaît avec la mouvance hippie aux États-Unis. Et puis, elle va traverser l'Atlantique également. Et puis, donc, elle va s'installer dans nos sociétés dans les années 70 et puis prendre de plus en plus d'ampleur. Les attaques au corps, les scarifications, ça date de la fin des années 90, du début des années 2000. Statistiquement, hein, je veux dire sociologiquement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des ados qui ont vécu dans les années 50 peut-être des troubles de l'anorexie ou des attaques au corps. Une grande auteure britannique, Sylvia Plath, par exemple, décrit ces scarifications dans La cloche de verre, qui est un texte autobiographique qui date du début des années 60. Mais c'était des choses extrêmement rares, hein, même si ça touchait beaucoup des personnes autistes ou psychotiques, ça touchait très très peu de jeunes ordinaires, entre guillemets, de nos sociétés. Donc les attaques au corps sont aussi extrêmement récentes. Et puis on a vu apparaître ces dernières années d'autres comportements addictifs et qui sont des symptômes, entre guillemets, d'une souffrance. Évidemment, je pense à l'addiction aux jeux vidéo, je pense aussi aux réseaux sociaux, je pense aux hikikomori japonais qui tendent à se diffuser aujourd'hui à travers le monde. Hein. C'est plus du tout un phénomène uniquement japonais, on en rencontre aujourd'hui de plus en plus en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Et ces formes de disparition de soi, à mon avis, sont amenées à se développer aussi dans les années à venir, dans une société qui est quand même extrêmement âpre et où énormément de nos jeunes se sentent meurtris par le monde dans lequel ils vivent. Ils ont l'impression de ne pas y avoir leur place, ils ne se sentent pas reconnus, et donc ça fait partie de ces formes de retrait, ces formes de disparition de soi, telles que les hikikomori les vivent, voilà, sont aujourd'hui extrêmement courantes. On pourrait évoquer aussi l'alcoolisation extrême, qui est très récente, hein. Boire non pas pour l'ivresse, qui est un truc par contre extrêmement ancien de notre histoire et dont il y a beaucoup de livres d'historiens qui retracent le rapport à l'alcool de nos sociétés, mais boire pour le coma, ça, on n'avait quasiment jamais vu ça avant la fin des années 90. Peut-être les Britanniques étaient un peu en avance, mais en tous les cas, de notre côté, en France par exemple, c'était des choses relativement rares. Aujourd'hui, on voit des gamins de 10 ans, 11 ans qui boivent des bouteilles de vodka ou goulot, etc. parce qu'ils ne sont pas dans une recherche de l'ivresse, mais dans une recherche de coma, de disparition de soi dans toute sa force. Et puis l'un des derniers comportements à risque qu'on a eu, qui était plutôt un risque pour les autres, c'est le djihadisme, évidemment. C'est le fait qu'on a vu des milliers de mineurs dans le monde européen, par exemple, mais dans le monde entier encore plus, qui se sont investis dans un islam radical, sans rien connaître de l'islam, évidemment, mais pour justement échapper aussi à leur histoire personnelle, échapper à leur mal de vivre, à leur sentiment d'échec, à leur sentiment d'un manque de reconnaissance. Et ils ont cherché une reconnaissance par le meurtre, par les attentats, par l'effroi, en quelque sorte.
Voilà, donc en d'autres termes, je ne crains malheureusement que les MDA n'aient de longs jours devant elles, même si nous devons évidemment rester dans l'optimisme de la volonté et du cœur, mais il y a aussi, nous ne pouvons pas ne pas faire avec un certain pessimisme de l'intelligence dans le contexte de nos sociétés contemporaines occidentales qui sont en train d'oublier beaucoup l'humanisme, dont des gens comme Alexandre ont été les promoteurs évidemment, mais voilà, on est dans une société extrêmement dure. Voilà, je ne vous apprends rien de toute façon. Merci de votre attention. Voilà, pour une MDA, 10 ans de consommation, qu'est-ce que c'est? C'est énormément de produits, de consommables, de denrées périssables, de café en grains, parce que on a toujours été soigné au niveau du café à la MDA, voilà. Des super machines à café, que le monde entier, enfin le monde médico-social nous envie, parce que dans beaucoup d'endroits on est resté à la cafetière filtre. Voilà. La cafetière filtre est au café un peu ce que le rap est à la musique classique. Voilà, bon. Je sais, c'est facile. Bon, voilà. Donc on a consommé énormément de choses. Je me suis intéressé à un petit ustensile qu'on a consommé plus que de raison, puisque les entretiens se font, je parle au passé, mais voilà, en binôme, et il nous était demandé, et puis c'était comme ça, d'écrire après chaque entretien. Voilà. Et sur les milliers d'entretiens qu'il y a pu y avoir en 10 ans, oui, quand même quelques milliers, voilà. Nous avions des stylos Bic Cristal, qui est le modèle Cristal. Hein. C'est un stylo Bic, mais il est cristal. Mais il n'a rien de plus que l'autre, en fait. Hein. Voilà. Et donc, on a établi un petit barème de ceux qui en avaient consommé plus ou moins. Voilà. Alors, dans notre petit classement, rien ne vous étonnera si je vous dis que les médecins, toutes disciplines confondues, voilà, ont utilisé 1473 Bic Cristal sur 10 ans. Voilà. L'habitude des ordonnances, je ne sais pas, une envie d'écrire ses mémoires, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. On a de suite après les psychologues quand même qui en ont utilisé 972. Bon, Sébastien Dupont, lui tout seul, en a pris 342. C'est vrai qu'il écrit beaucoup. Et par ailleurs, en dehors des entretiens, c'est-à-dire, bon, quand on écrit des livres, c'est sûr qu'on a besoin de stylos. Voilà. Bon, viennent après aussi, selon toute logique, les assistantes sociales et infirmières, 843, secrétaire assistante de direction, 765, médiatrice et apparentée, 231. Voilà, on arrive un peu dans le bas du classement, alors je voudrais avec ces personnes. Alors c'est vrai qu'au niveau des sociologues et dérivés, on a noté 8 stylos Bic Cristal seulement. Donc, on nous dit que ce sont des gens avec une très grosse mémoire, je ne sais pas comment on peut dire ça, en tout cas une capacité de... Voilà. Et on a vraiment tout en bas les éducateurs spécialisés, alors dont je fais partie, je vous rassure. On a utilisé 5 stylos en 10 ans, nous, mais 2 ont été égarés, donc on n'en a utilisé que 3 en fait. Voilà. C'est parce qu'ils ont tout dans la tête. Pardon ? C'est parce qu'ils ont tout dans la tête. Mais oui, tout à fait. Donc si vous retrouvez les 2 stylos qu'on a égarés, merci de les ramener au secrétariat de la MDA, ça serait... Voilà. Voilà, sinon que dire encore que... On a aussi établi un classement des patronymes qu'on pouvait prononcer à voix haute à la MDA et des patronymes qu'il ne fallait pas prononcer, des noms tabous, voilà. Alors rien ne vous étonnera, alors les patronymes qu'on peut prononcer à voix haute et pendant les heures d'ouverture en fait, de la MDA. Donc dans notre sondage, en premier, dans le Grand Jacques, on n'arrêtera pas de le renommer, le nommer, le renommer et le renommer, parce qu'il a fait beaucoup pour ça en fait, pour être nommé et renommé, etc. Voilà. Donc le Grand Jacques arrive en première sur lui, vous voyez, position bien sûr. Sigismund le suit de près, puisque le Grand Jacques s'en est inspiré plus ou moins. Et en 3e place, on a le célèbre aussi l'irremplaçable que dit Kevin Bourdieu, qui a été aussi un grand sociologue, je pense aussi. Quoi. Alors dans ceux qu'il ne fallait pas prononcer, ou alors à voix basse, ou alors en dehors des heures de fermeture, on a le professeur Marcel Ruffo, mais bon, qui est beaucoup en croisière, c'est devenu un marin au long cours, en fait, il organise des croisières par le biais de Femina, sur lesquelles on peut s'inscrire pour parler d'adolescence avec ses familles. Donc si vous voulez vous inscrire à une croisière du professeur Ruffo, c'est possible. Mais sinon, ce sont des conférences qui coûtent aux alentours de 3 000 à 4 000 euros quand même. La conférence, hein. Bon, voilà. Sinon, le professeur Raoult, c'est pareil, je pense que c'est pas nécessaire d'en parler. En plus, il habite assez loin et puis il est sur le point de penser après. Et puis la maison Stana aussi, qui était un sujet tabou à la MDA. On évite de parler de la maison Stana, voilà, pour des raisons bien simples, parce que des collègues sont concernés, habitant à Saverne, tout ça, bon, enfin, des difficultés, voilà. Voilà, bon ben voilà, c'était des petites... donc des milliers d'entretiens, des centaines de séances, d'ateliers, voilà. 3 pédopsychiatres ont laissé leur santé quand même, on peut le dire, hein. En tout cas, bon, on faillit.
Voilà. Mais voilà, toute cette petite chose, effectivement, c'est pas... En soi, la MDA, si on retire tout ce qui l'a constitué, c'est pas grand-chose, quoi. C'est juste, on va dire que Delphine, son optimisme, sa curiosité, sa bienveillance, ses encouragements, sa constance, c'est ce qui a fait de la MDA ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle sera certainement, un vivier d'expérience et de projets toujours innovants, et toujours au service de ceux qui sont venus, ils viennent et ils viendront, j'espère. Voilà. Alors, vous avez pu voir en arrivant qu'il y a des petits stands au fond de la salle. Alors, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de déambuler, de regarder un petit peu le travail qui a été effectué autour de certains projets. Je pense au projet qui s'appelle Tous Ados. Et dans 20 minutes à peu près, nous vous proposons de nous retrouver dans la salle du M33, c'est-à-dire la grande porte en métal qui est sur le côté, là au fond, parce qu'il y a un buffet. Et ce buffet va être précédé d'un moment symbolique de reconnaissance du travail de l'équipe de la MDA et de sa directrice, Madame Delphine Rideau. Voilà.